Donc déjà, bonjour à tous. C'est un plaisir, hein, comme toujours, de prendre part à ces meet-ups, mais surtout aussi de partager avec vous. Et bien sûr, c'est un moment aussi dans lequel on peut échanger. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me couper ou écrire un message. Bon, je sais que je ne pourrai pas les lire, mais si vous avez l'occasion de parler, n'hésitez pas. Et puis sinon, vous pouvez les écrire et à la fin, on pourra échanger dessus. Donc, aujourd'hui, je vais parler principalement de sécurité. Donc, je préviens, je ne suis pas un expert sécurité, mais je pense que c'est un sujet assez intéressant parce que je parle de Kubernetes depuis quelques années dans la communauté. Euh, et dernièrement, en passant une certification, donc la certification de sécurité sur Kubernetes, je me suis aperçu que voilà, c'est un aspect que je ne prenais pas forcément en compte. Et je pense que beaucoup de DevOps, de développeurs aussi. Donc, je pense que c'est une bonne chose d'en parler parce que c'est assez important. Et voilà, malheureusement, dernièrement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de négligence de la part d'organisations, mais aussi d'experts sur cette question. Donc, sans trop tarder, je vais démarrer. Donc déjà, je vais parler de moi, vite fait, très brièvement, pour me présenter ceux qui ne me connaissent pas. Ensuite, on va parler voilà, des différents challenges de sécurité que l'on a et des outils que l'on peut utiliser pour améliorer ça dans l'environnement, dans l'écosystème Kubernetes. Donc moi, je suis un DevOps ingénieur. Donc je suis sénégalais, hein, mais depuis quelque temps basé à Montréal. Je travaille ici. Euh, bon, je parle de sécurité. J'ai peut-être un peu de légitimité pour en parler, peut-être pas. Mais bon, je travaille sur Kubernetes depuis des années maintenant. Je pense que j'ai beaucoup parlé de cette technologie dans la communauté depuis des années aussi. Et donc, parallèlement, je suis certifié donc admin et security specialist. Donc, il y en a trois. Euh, la, la plus, la plus simple, je dirais, que tout le monde peut passer, en tout cas, dès que vous connaissez la techno, vous commencez à la maîtriser, c'est l'application developer. Et ensuite, vous pourrez passer à admin, c'est-à-dire vous prouvez que vous savez setuper un cluster, vous comprenez comment il fonctionne en bas, vous pouvez le mettre en place, vous pouvez l'administrer et vous pouvez déployer des applications dessus. Et bien sûr, si vous avez passé celle-là, parce que c'est un prérequis, vous pouvez maintenant passer la Security Specialist. Mais elle n'est pas simple. Elle est pas du tout simple à passer. Donc, elle est super challengeante. Et donc, voilà, si vous avez l'intention de la passer, ce sera un super bon challenge pour vous. Mais attendez-vous quand même voilà, à charbonner, quoi. Voilà. Sinon, parallèlement, je travaille beaucoup sur des technos AWS, donc Amazon Web Services, et voilà, sur beaucoup de techno cloud. Donc, très rapidement, la sécurité dans Kubernetes. Donc, beaucoup d'experts hein, aiment dire qu'on doit voir la sécurité comme une chose qui n'est pas linéaire. Donc, souvent, on parle de spectre pour différencier de ce truc linéaire-là, c'est-à-dire, euh, voilà, il faut essayer de ne pas croire que, voilà, on a sécurisé notre truc, on est bon, ou bien parce qu'on a notre système, on a sécurisé notre front-end, notre système, il est sécure. Parce que derrière, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'attaqueur ou le hacker, il a une longueur d'avance sur nous. Souvent, on parle du dilemme du développeur, c'est-à-dire que à- à- au vrai, nous, on est hyper faible. On écrit notre code, on met en place notre architecture, on la déploie. Euh, mais
de l'autre côté, il y a un paradoxe qui est incroyable, c'est-à-dire que bien qu'on ait mis en place ce truc-là, le hacker, il a un avantage énorme sur nous, c'est-à-dire qu'il peut choisir voilà, sa cible. Et dans sa cible-là, il peut choisir un point d'entrée qui peut être assez imprévisible pour nous ou un point d'entrée auquel nous, on n'a jamais pensé. Il peut choisir sa cible, il peut choisir le moment de le faire, il peut choisir, il peut attendre par exemple que l'on parle de nous peut-être à la télé ou sur les réseaux sociaux, donc qu'on ait un gros trafic pour décider d'attaquer. Il peut décider d'attaquer la nuit quand il n'y a pas de trafic. Donc vraiment, c'est juste pour exprimer l'idée selon laquelle celui qui nous attaque, il a énormément, il a énormément d'avantages par rapport à nous. Et c'est ce qui fait que mettre en place un système qui est sécure est assez challengeant. Et donc, du coup, vu que l'attaquant ou le hacker, il peut choisir son angle d'attaque parmi plusieurs possibles, même s'il en choisit un, ça ne doit pas être simple pour lui. D'accord? C'est-à-dire qu'on doit faire en sorte qu'il ne puisse pas avoir accès à des données, parce que là, on parle de données, c'est ça qui est important. Il ne doit pas avoir accès à des données intéressantes très facilement. C'est-à-dire que même si il arrive à perforer notre front-end, nous, on doit être capable d'avoir mis des couches supplémentaires pour que, après qu'il ait voilà, perforé cette première couche-là, qu'il puisse être confronté à d'autres couches qui vont encore le fatiguer avant qu'il puisse avoir de la donnée. Et donc, souvent lorsqu'on fait du code, on parle souvent du dry, c'est-à-dire de ne pas se répéter, don't repeat yourself. Donc, quand on parle de sécurité, on veut faire le contraire. En sécurité, on parle de security in depth, c'est-à-dire la sécurité en profondeur. Donc, on va se répéter, on va faire en sorte qu'il y ait des couches qui se superposent et pour faire en sorte, comme je l'ai dit tout de suite, que le hacker n'ait pas accès très facilement à nos données. Donc, comme je le disais tout de suite, en sécurité, on parle souvent de layered security ou security in depth et qui est un peu à l'opposé de ce qu'on a l'habitude d'entendre en tant que développeur, donc c'est-à-dire don't repeat yourself. Donc ici, on cherche à être redondant. Pourquoi on cherche à être redondant? Parce que, voilà, aimerait protéger au maximum nos données. D'accord? C'est-à-dire que, je prends l'exemple du froid. Il fait froid dehors, vous allez sortir, mais avant de sortir, vous avez envie de vous assurer que vos mains ne vont pas geler dehors ou que voilà, euh, vous n'aurez pas froid. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rajouter des couches de vêtements pour voilà, que si le froid est hyper subtil et arrive à traverser votre première couche de vêtements, vous espérez que la deuxième couche de vêtements sera celle qui pourra le bloquer. Et au-delà de ça, ce qu'on essaie de faire aussi en mettant en place un système sécur, c'est qu'on va essayer de réduire la surface d'attaque. D'accord? C'est-à-dire que je l'ai dit tout à l'heure, on a notre front-end, on a notre back-end, on a notre base de données, on a les systèmes avec lesquels on interagit. Donc, la surface d'attaque, elle est hyper large. Mais même si elle est hyper large visuellement, dans la pratique ou dans le niveau logique, on essaiera de faire en sorte qu'elle soit hyper limitée. C'est-à-dire que le hacker, il va voir qu'on a un système hyper distribué, mais lorsqu'il va commencer à faire ses travaux pour essayer de perforer, il va se rendre compte effectivement qu'au fond, il n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. D'accord? Donc, ça va être hyper difficile pour lui d'accéder à nos données. Donc là, on dit qu'on va limiter la surface d'attaque. Et ce qu'on va essayer d'implémenter derrière, en général, c'est deux choses. La première, c'est qu'on va essayer de donner à nos utilisateurs ou à nos développeurs, hein, si je peux les dire comme ça, c'est-à-dire les personnes qui travaillent
sur notre code aux applications. Je vais le montrer après. Je vais le montrer, expliquer un peu pourquoi après. On va essayer de leur donner le minimum de droits possible. C'est-à-dire, on va essayer de faire en sorte que chaque entité qui interagit avec notre système ait les droits qui lui sont suffisants uniquement pour faire ce qu'elle veut faire. C'est-à-dire, on a un développeur. Lui, ce qu'il fait, c'est envoyer du code. On va lui donner des droits qui ne lui permettent uniquement que d'envoyer du code. On ne va pas lui donner des droits qui permettront, par exemple, de créer une branche, de supprimer une branche, euh, de créer tel type de ressources ou d'écrire dans un namespace qui est différent du namespace dans lequel son application doit tourner. D'accord? Donc, on va être derrière un mindset qu'on appelle souvent la list privilege. D'accord? Donc, le moins de privilèges, de permissions possible. D'accord? Et ça, ce sera le mindset que l'on va garder tout le temps lorsque l'on va déployer nos solutions dans notre cluster Kubernetes. Donc, la documentation donc, officielle de Kubernetes résume ou en tout cas subdivise la sécurité donc, dans un cluster Kubernetes en 4 C. Elle aime le définir en 4 C. C'est comme ça que je l'ai vu, c'est comme ça que je vous le présente aussi. Donc, la première couche, c'est la couche cloud. Donc, la couche cloud, quand on parle de cloud, voilà, c'est les cloud providers, effectivement, mais ça peut aussi être votre data center. Hein. Ça peut être le data center que vous avez dans votre entreprise. Ça peut être voilà, votre serveur VPS que vous avez chez OVH. Ça peut être, voilà, mais ici tout sur AWS, mais voilà, mes compute engines sur GCP, ainsi de suite. Donc, ça, c'est l'infrastructure qui va accueillir notre cluster. Donc, après l'infrastructure, il faut sécuriser la partie cluster. D'accord? Moi, je ne vais pas trop m'appesantir sur cette partie-là, la partie cloud, data center, parce qu'en général, au fait, si vous allez sur un cloud provider, souvent on pense que, bon, je vais en parler rapidement, on pense que lorsqu'on déploie euh, voilà, chez un cloud provider, c'est secure par défaut. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que euh, c'est à nous de le sécuriser, c'est à nous de le rendre sécure. Certes, il y a les outils qui sont là, qui vont nous faciliter la tâche pour rendre le système sécure, mais il faut déjà être conscient de cela. C'est-à-dire que par défaut, ce n'est pas sécure. Et nous, on doit voir derrière comment le sécuriser. Et bien sûr, croyez-moi, je suis d'accord avec vous, c'est beaucoup plus simple d'avoir un système sécure chez un cloud provider que de rendre sécure voilà, un système qui est on-premise. Après ça, c'est le cluster. Donc, le cluster, quand je parle de cluster, c'est un cluster Kubernetes. Donc, comment déployer un cluster sur une infrastructure et faire en sorte que ce cluster il soit assez sécure. Donc, comment sécuriser ses composants, comment voilà, protéger le container runtime derrière, ainsi de suite. Après ça, on a le container runtime dont je parlais tout de suite. C'est-à-dire, supposons qu'on utilise Podman pour lancer nos Docker containers ou Docker, ainsi de suite. D'accord? Ça va dépendre derrière de ce que l'on utilise, mais il faudra penser à sécuriser cette couche conteneur-là, parce qu'elle est super, super, super fragile. Et bien sûr, il faudra derrière nous assurer que le code qu'on a écrit ne puisse pas être altéré. C'est-à-dire que quelqu'un, voilà, après que l'on l'ait déployé, on ait déployé un Hello World, quelqu'un ne vient pas dire un Goodbye World, d'accord? Il faudrait que l'on s'assure que le code que l'on a écrit ne soit pas altéré. Et donc, il y a un lien qui est assez intéressant. Je pense que vous êtes toujours avec moi. Donc, qui en parle. Donc, c'est bien sûr la documentation officielle de Kubernetes, donc qui résume un peu donc, voilà, ce qu'elle entend par sécurité et comment y arriver. Donc là, bien sûr, c'est la partie cloud provider. Et après, au niveau de chaque couche, voilà, elle donne des pistes sur
sur ce qu'il faut sécuriser. Donc, donc c'est super ambitieux hein, de parler de sécurité, mais malheureusement, je pourrais pas faire voilà, toutes les démos possibles. Je pourrais pas vous parler de tout ce qu'il y a en termes de sécurité sur Kubernetes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un métier, d'accord? Et que voilà, c'est hyper dense et passionnant comme truc parce que voilà, elle est toujours en amélioration. Donc, c'est de l'amélioration continue. Et ça rentre bien sûr dans le DevOps parce que automatisation, amélioration continue, intégration continue, déploiement continu et sécurité en continu. Donc, DevOps, DevSecOps, voilà, c'est exactement ça. Donc là, on va parler rapidement de la sécurité de l'host, de la partie host. Donc, quand je parle de la partie host, c'est bien sûr de l'infrastructure qui va recevoir notre cluster. Donc, euh, l'un l'un des, comment dire, des réflexes que l'on doit avoir, c'est que nos nœuds Kubernetes, donc que ce soit le masternode, que ce soit les worker nodes, ne doivent faire une seule chose, c'est-à-dire faire tourner Kubernetes dessus. C'est-à-dire que, effectivement, sur vos machines, lorsque vous testez Kubernetes ou lorsque vous êtes en mode développement, vous avez, par exemple, Minikube qui fonctionne sur votre machine avec d'autres programmes. Il est totalement OK que cela soit fait. Mais supposons que vous allez en production ou même en server staging, vos nœuds ne doivent faire fonctionner que Kubernetes, d'accord? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, pour des raisons peut-être pécuniaires, d'économie, d'argent, de fonds, vouloir dire que bon, je suis un bon ingénieur réseau, donc je vais me débrouiller pour voilà, que sur la même VM, qu'on puisse faire tourner et notre, je ne sais pas, notre fichier, notre serveur de fichiers ou je ne sais pas quoi, et Kubernetes à la fois. Donc, ce sera peut-être une faille de sécurité que vous allez ouvrir. D'accord? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, sur notre host, on va faire en sorte de réduire au maximum la surface d'attaque. Comment on va réduire la surface d'attaque? C'est qu'on va supprimer de notre host, de notre machine, les applications qui ne sont pas nécessaires. On va fermer tous les ports dont on n'a pas besoin. On va supprimer les applications qui tournent en background de façon non nécessaire. Et bien sûr, on va garder tous les programmes mis à jour. D'accord? Sur notre host, on va essayer de faire tourner des outils qui nous permettront de monitorer les process qui sont en train de tourner sur notre machine, sur notre host. On va essayer de définir avec des outils, tout à l'heure, des profils peut-être qui permettront voilà, de créer des garde-fous pour que certains, lorsque l'on verra que certains programmes qui peuvent être malicieux sont en train euh, d'être exécutés sur notre machine, que l'on puisse voilà, être au courant, d'accord? C'est-à-dire que vous pouvez avoir votre machine, votre cluster, plusieurs machines en train de tourner, en train de faire tourner des programmes qui sont assez intéressants ou assez importants pour vous, et que derrière, un hacker soit venu une semaine auparavant installer un petit virus ou un petit programme très léger qui tourne en background, que vous ne verrez jamais, et qui derrière est en train de récupérer des informations, en train de sniffer voilà, les différents appels réseau qui se font sans que vous ne le sachiez. D'accord? Et derrière, il y a de petits programmes aussi que vous pouvez lancer sur votre machine qui pourront vous dire avec exactitude, voilà, tous les process qui sont en train de tourner sur votre machine. Et derrière, ça vous permettra, comme je le dis en dessous, d'identifier tous les process qui peuvent être voilà, dangereux pour la bonne santé de votre infrastructure. Et bien sûr, il ne faut pas oublier d'interdire ou en tout cas de restreindre les accès SSH à nos hosts, d'accord? Donc, ça peut être les accès SSH, ça peut être les ports, j'en ai parlé tout à l'heure, qu'on va supprimer donc en mettant un firewall devant nos machines
sur Amazon, par exemple, c'est-à-dire mettre des security groups avec voilà, le maximum de ports fermés, le maximum d'adresses IP voilà, interdites d'accès à notre infrastructure. Et ça, c'est super important. Parce qu'on peut avoir un scénario selon lequel, par exemple, on a notre hacker qui a accès à notre machine ou à notre cluster de machines. D'accord? Donc là, supposons que là, on a une petite application ou un petit cluster qui marche avec un front-end. Donc, les utilisateurs, ils requêtent le front-end et derrière, ce front-end-là, lui, pour fonctionner, voilà, communique avec différentes petites applications. Donc là, bien sûr, on a une application microservice et donc qui communique avec plusieurs petites machines. Et on a là peut-être, supposons que ce soit une base de données ou un serveur Redis ou tout ce qu'on veut, d'accord? Euh, Là, le hacker, qu'est-ce qu'il va faire? Il va perforer notre front. Donc, il va se débrouiller pour accéder, d'accord, au code de notre front, d'accord? Une fois qu'il accède à ça, ou une fois qu'il accède à la machine, il va accéder à l'application front-end. Dans Kubernetes, il y a ce qu'on appelle des service accounts. Donc, les service accounts, ce que c'est que vous avez votre application qui tourne, d'accord? Mais votre application peut derrière vouloir accéder à des ressources, d'accord? Et pour s'identifier vis-à-vis de ces ressources-là, vu que votre application n'est pas un utilisateur comme les autres, c'est-à-dire que ce n'est pas un humain, ainsi de suite, elle va utiliser une ressource qu'on appelle un service account, un compte de service. Voilà. Et donc, ce compte de service-là, par défaut, si vous ne lui mettez pas donc, derrière comment dire, vous ne définissez pas clairement quels sont ses privilèges, lui, il a tous les privilèges par défaut. D'accord? Donc, ce qu'il va faire, c'est que votre hacker va profiter de cette petite faille-là pour derrière prendre peut-être le token de ce service account-là, de ce compte de service, et va pouvoir derrière accéder à beaucoup de ressources dans votre cluster. Il pourra prendre le token, interagir avec Kubelet. Kubelet, c'est ce composant que l'on a sur les différents nœuds workers de notre cluster. Et derrière, il pourra modifier des informations dans Kubelet. Il pourra même faire tourner du code malicieux ou du code dangereux sur sur le conteneur de notre application. C'est-à-dire qu'il va se connecter sur le conteneur parce que dès que la personne, ce qu'il faut savoir, c'est dès que la personne ou dès que le hacker a accès à votre serveur, il peut utiliser le conteneur runtime très facilement, bien qu'on soit sur Kubernetes. Mais Kubernetes, derrière, utilise un Docker runtime, un conteneur runtime. Excusez-moi, il utilise un conteneur runtime pour faire tourner des conteneurs. Donc, bien sûr, vous, oui, c'est la couche pod que vous voyez en tant que DevOps. Vous faites des kubectl, getpods, ainsi de suite. Mais en dessous, ça reste des conteneurs qui tournent. Donc, s'il a accès donc, à une ligne de commande, il fait juste un creatctl ps, il va voir tous les conteneurs qui sont en train de tourner sur votre machine. Il peut se connecter sur les conteneurs, il peut modifier le code qui tourne dans le conteneur, parce que malheureusement, les conteneurs sont très forts pour nous permettre d'isoler notre code, mais cette isolation-là, elle est hyper fragile, d'accord? Elle est hyper fragile, et au-delà même de cette fragilité, elle est dangereuse, parce que, comme vous le savez, hein, je ne vais pas revenir sur l'architecture des conteneurs, mais il ne faut pas oublier que les conteneurs, ils communiquent directement avec le kernel de la machine, c'est-à-dire ils partagent tous le même kernel. Cette partie n'est pas virtualisée. Et donc, le hacker, il peut même s'amuser à faire des syscalls, c'est-à-dire des appels système à partir de votre conteneur. Et donc, c'est hyper, hyper dangereux. OK? Donc, nous, derrière, en tant qu'ingénieur DevOps, comment est-ce que l'on va faire pour que, même si l'utilisateur, même si le hacker, il arrive à perforer notre host et derrière à accéder à nos conteneurs, comment faire pour qu'il ne puisse pas voilà, faire tourner du code dangereux
sur nos conteneurs, qu'ils ne puissent pas modifier le code applicatif que l'on a, qu'ils ne puissent pas, par exemple, supprimer des binaires, qu'ils ne puissent pas faire tout ce qu'ils veulent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ces trois petites méthodes-là, c'est que l'on va faire tourner nos conteneurs sans que ce soit un utilisateur root qui soit le propriétaire ou en tout cas l'utilisateur par défaut de ces applications-là. C'est-à-dire que lorsque vous créez des Docker files par défaut, si vous ne créez pas un utilisateur lambda et que ce soit lui qui soit voilà, utilisé comme étant l'utilisateur qui lance le process du conteneur, ce sera l'utilisateur root, malheureusement, qui sera utilisé. Donc, cet utilisateur root-là, il viendra forcément, comme vous le savez tous, avec des privilèges. D'accord? Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on va dire dans nos spécifications Kubernetes que l'on va utiliser un utilisateur qui n'est pas root, d'accord, pour pouvoir lancer le process de notre conteneur. Donc, c'est ce qu'on va faire ici avec ce qu'on appelle des security contexts. Donc là, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est en train de lancer donc le conteneur, ou en tout cas le pod, ou tous les conteneurs qui sont dans ce pod-là, avec un utilisateur qui aura pour ID 1000, d'accord? Donc, un utilisateur qui sera différent de l'utilisateur root. On peut aller beaucoup plus loin. On peut dire que le file system de notre conteneur ou des conteneurs qui sont dans notre pod seront en read-only. C'est-à-dire que en tout cas, 99% des fichiers, des dossiers qui seront dans notre file system de conteneur seront en read-only. Le hacker, il ne pourra rien faire, il ne pourra que constater, mais il ne pourra rien faire. À minima, il pourra se créer un dossier temporaire et il pourra faire des trucs, mais bon, ça n'aura aucun impact sur notre application. D'accord? Et la dernière chose aussi, c'est qu'on peut utiliser la stratégie du new privileges, qui est toujours un security context, qui est celle du allow privilege escalation. On va la mettre à false. C'est-à-dire qu'on va, bien sûr, on aura mis run as non-root, mais ça aussi, ça peut être contourné par un autre programme qui va lancer un programme à l'intérieur de notre conteneur. D'accord? Donc, nous, ce qu'on va dire avec cette commande-là, ou en tout cas cette instruction-là, on va lui dire que même si un programme derrière lance un programme à l'intérieur de notre conteneur, on ne veut pas que ce programme ait plus de droits que le conteneur lui-même. Donc, c'est-à-dire qu'il ne soit pas autre chose qu'un utilisateur simple. Une question? OK. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a allumé son micro. Je ne sais pas si c'est pour une question, mais il n'y a pas de souci. Je suis ouvert hein, s'il y a des questions. N'hésitez pas. Ensuite, après avoir parlé de la sécurité, de notre host, on va maintenant parler de la sécurité de notre cluster Kubernetes. Donc, quand on parle de cluster Kubernetes, la première chose à laquelle on pense, c'est les composants Kubernetes, d'accord? Donc, parmi ces composants-là, les plus importants, bien sûr, ce ne sont pas les seuls, mais les plus importants, les plus décisifs, ce sont ces trois. Donc, on a l'API server. L'API server, voilà, c'est lui qui met à notre disposition Kubernetes, hein, si je peux l'exprimer comme ça, parce que Kubernetes, c'est une API, d'accord? Et c'est cette API que l'on interroge. Donc, c'est toute l'intelligence de Kubernetes, l'API server. Ensuite, on a Kubelet, bien sûr. Kubelet, c'est le composant qui est sur chaque worker node de notre cluster et c'est lui qui va se charger voilà, de faire en sorte que les pods qui sont en train de tourner sur le nœud respectent les spécifications qui ont été définies au début. Donc, c'est un composant qui est extrêmement important et qu'il faut sécuriser, d'accord? Parce qu'on en a parlé très brièvement tout à l'heure, si le hacker a accès à notre host et que si derrière, on n'a pas fait en sorte que les applications tournent avec des privilèges qui soient assez
assez bas en fonction de leur utilisation, il peut derrière très facilement voilà, accéder au système de fichiers de notre code et bien sûr aller récupérer le token, d'accord? Le token de l'application qui lui permet de parler à Kubelet. Et derrière, juste avec des appels réseau, il peut se faire passer pour notre application et voilà, corrompre Kubelet. Et bien sûr, on a le dernier composant qui est etcd. Etcd, c'est la base de données de nos clusters Kubernetes. C'est-à-dire que vous avez etcd qui est tombé, vous avez votre cluster qui est corrompu, quoi. D'accord? C'est-à-dire que toutes les infos de notre cluster, quand est-ce qu'un pod a été lancé, où est-ce qu'il a été lancé, comment est-ce qu'il a été lancé, toutes ces informations sont stockées dans etcd. Donc, si un hacker a accès à etcd et supprime des données, modifie des données, c'est tout votre cluster qui est touché. D'accord? Donc, il faut sécuriser ces composants-là. Après, on va voir très brièvement comment, mais il faut se débrouiller pour que ces composants-là soient le plus sécures possible pour protéger notre cluster. Ensuite, on va restreindre les accès externes, d'accord? On va restreindre les accès externes, c'est-à-dire que, par exemple, on va faire en sorte que API Server ne soit pas disponible sur Internet. C'est-à-dire que moi, depuis ma machine, je ne puisse pas faire un kubectl getPod comme je veux et pour avoir toutes les infos sur le pod parce que là, il est sur Internet. D'accord? Il nous faudra derrière mettre en place des choses pour que, voilà, que ce ne soit peut-être qu'un nombre d'utilisateurs réduit. Ou bien que même, moi, ce que j'aime faire, c'est de faire en sorte que API Server ne soit pas sur Internet, qu'il soit dans un VPC avec un sous-réseau qui soit privé et que pour y accéder, on va passer peut-être par un Bastion host, voilà un peu, et ça va rajouter une énorme sécurité, c'est-à-dire que pour se connecter à ça, il faudra se connecter à une autre machine qui est aussi difficile, sur laquelle il est très difficile à se connecter pour pouvoir maintenant commencer à lui parler, d'accord? C'est-à-dire qu'il faudra être dans le même VPC pour lui parler. On va utiliser de l'authentification et de l'autorisation. Ça, je pense que c'est un truc qui est là depuis très longtemps. C'est les airbags. Donc les roles-based access control sur Kubernetes qu'il faut utiliser, d'accord? Qu'il faut utiliser. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les airbags, ce sont des rôles, d'accord, que l'on définit. Et les rôles, on les définit de façon très simple. C'est-à-dire qu'on on va peut-être définir un rôle qui est getPod, c'est-à-dire un verbe et une ressource. Donc, getPod, watch events, delete secrets, ainsi de suite. Donc, c'est verbes ou ressources très simples que l'on va définir et on va prendre ces verbes ressources-là, ces rôles que l'on va attacher donc, à des utilisateurs ou à des service accounts. Donc, c'est-à-dire que vous avez un service account qui fait tourner une application. Vous, votre application a besoin d'accéder à certaines ressources, d'accord? Donc, vous allez dire, par exemple, des secrets. Vous allez dire que vous allez créer un rôle, d'accord? Vous allez créer un rôle qui est watch ou get secret, ça dépend de vous, et vous allez l'attacher, vous allez faire un binding. Donc, on parle de role binding en attachant ce rôle-là à votre service account. Et une fois que vous l'avez fait, votre service account, lui, pourra lire les secrets sans problème. D'accord? Il ne pourra pas faire autre chose, mais par contre, si lui, à la base, vous vouliez qu'il ait accès à des secrets, qu'il fasse un get secret très facilement. Donc là, il pourra le faire, mais il ne pourra pas faire, par exemple, un delete pod. D'accord? Donc, c'est toujours sous l'idée du list privilege dont je parlais tout à l'heure. On va utiliser les admission control, c'est-à-dire que l'API server, avant de faire une action, bien sûr, il fait la partie authentification, qui vous êtes, autorisation, est-ce que vous avez le droit de faire ce que vous demandez? Mais après ça, il y a la partie admission controller aussi. Donc, c'est la dernière couche qu'il rencontre. Et vous pouvez aussi, à ce niveau, définir une couche de sécurité. Vous pouvez définir des node restrictions. Les node restrictions, c'est une façon de faire en sorte que Kubelet ne puisse pas modifier, par exemple, parfois
comment dire, des annotations sur vos nœuds. C'est-à-dire que les hackers, ils sont hyper vicieux. Ils peuvent venir euh, perforer votre host, OK? Et derrière, venir définir, donc parce qu'ils ont accès à Kubelet, définir comment dire, une petite annotation qu'ils vont envoyer à l'API serveur pour dire que voilà, ce nœud-là, c'est le nœud sur lequel, par exemple, il faut maintenant envoyer tous tous les pods qui doivent être lancés sur le cluster. Et sans le savoir, API Server va faire confiance à Kubelet et derrière, va rescheduler toutes les applications qui tournent sur notre cluster, sur le nœud qui vient d'être perforé. Donc, c'est-à-dire que là, vous avez une dizaine de machines qui tournent sur votre cluster, mais parce que l'une a été perforée, a été hackée, derrière, c'est tout votre cluster qui tombe, quoi. D'accord? Vous pouvez définir des custom policies, donc avec ce qu'on appelle le Open Policy Agent, c'est-à-dire que vous, dans votre entreprise, vous avez des règles que vous définissez sur à chaque fois que l'on crée un pod, il faut que le pod soit lancé, soit run as non-root. Et ça, vous le définissez dans vos custom policies. Et derrière, en tant que lead dev, vous n'avez pas besoin derrière de vérifier est-ce que tous les développeurs qui sont en train d'écrire des spécifications de code l'ont respecté. C'est-à-dire que derrière, c'est OPA qui va le faire pour vous. À chaque fois que quelqu'un va vouloir dire API Server, crée-moi un pod. API Server va aller au niveau des custom policies pour voir est-ce que toutes les règles qui ont été définies par le lead dev ont été respectées. Si elles n'ont pas été respectées, il va rejeter la spécification. D'accord? Et donc, ça, c'est des choses assez simples qui permettent derrière d'être sûr que, voilà, que toutes les règles que vous avez définies en amont sont respectées. Bien sûr, on peut activer de l'audit. Donc, l'auditing est une option dans Kubernetes. Donc, vous pouvez définir tous les types, comment dire, tous les niveaux d'audit que vous voulez. Vous pouvez définir ce que vous voulez auditer, à quel niveau vous voulez l'auditer. Est-ce que vous voulez l'auditer au niveau requête? Est-ce que vous voulez l'auditer au niveau réponse? Est-ce que vous voulez l'auditer quand il y a une erreur? Toutes ces choses-là sont possibles. Ce que vous allez auditer, est-ce que vous allez auditer le contenu de la requête, le contenu de la réponse? Toutes ces choses-là, vous pouvez le définir. Et derrière, toutes ces infos seront envoyées peut-être à un serveur, peut-être à un fichier, d'accord, qui va recevoir donc tous les logs. Et derrière vous, vous pouvez utiliser des outils tiers pour pouvoir visualiser tout ça. D'accord? Et bien sûr, il faut faire du benchmarking de sécurité. Il y a un outil qui est hyper top que je recommande, qui s'appelle Kubebench, qui est extrêmement bon pour s'assurer que le cluster que l'on a lancé ne présente pas des failles de sécurité. D'accord? C'est-à-dire que vous lancez, vous créez votre cluster, allez prendre la dernière version du Kubebench et lancez-la. C'est très simple. Vous la lancez sur votre cluster. Qu'est-ce qu'il fait? Il va scanner tout votre cluster, tous les composants, tout ce qui tourne dans votre cluster pour vous dire à quel niveau il y a des failles ou à quel niveau il vous faut voilà, rajouter une nouvelle configuration pour que votre cluster soit sécure. C'est-à-dire, il vous montre la spécification de sécurité et ensuite, il vous donne la solution. La plupart du temps, c'est une commande qu'il faut lancer, vous la lancez et dès que vous relancez Kubebench, il vous montre que vous avez résolu ce problème, ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire voilà, pour toujours s'assurer que notre cluster est sécure. Donc, très rapidement, hein, pour le deuxième scénario, là, on a notre hacker qui attaque notre API server. Donc, jusqu'à présent, sa seule façon de faire, c'est de passer par le front-end. Donc, il accède à notre application front-end, il récupère le token du service account du front-end et à partir de ça, il attaque notre API server. En attaquant notre API server, il a toutes les infos sur notre cluster, d'accord?
il peut avoir toutes les infos sur notre cluster, il peut avoir toutes les infos sur nos secrets, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il peut créer et il peut supprimer des ressources très, très, très facilement. D'accord? L'autre scénario, c'est le scénario catastrophe, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en ayant accès à notre application front-end, il puisse avoir accès à etcd. Donc, etcd, c'est la base de données du cluster. Donc, il a accès à etcd, il peut manipuler les données, il peut les crypter, euh, il peut créer de nouvelles ressources, il peut les supprimer, voilà. Tout dépendra de ses caprices, quoi. Euh, L'une des façons de contourner toutes ces choses-là et qui est bien, qu'il faut faire, c'est l'une des choses, hein, c'est qu'il faut crypter les secrets. D'accord? Les secrets par défaut sur Kubernetes ne sont pas cryptés, ils sont juste encodés en base 64. Donc, c'est-à-dire que vous créez un secret, n'importe qui, hein, vous créez un secret, ça peut être le mot de passe d'une base de données. Moi, je me connecte sur le serveur, je fais un get secret, je le récupère sous le format YAML, je copie comment dire, je copie la chaîne de caractères qui m'est renvoyée. Je fais simplement un décode, un echo, base 64-D, et puis j'ai la valeur en clair, d'accord? Donc, ce n'est pas du tout crypté, ce n'est pas du tout, ça ne l'est pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut il faut encrypter nos secrets. D'accord? Pour le faire, il y a une ressource qui s'appelle Encryption Configuration qui permet derrière de crypter nos secrets, d'accord? En utilisant, bien sûr, l'algorithme de notre choix, d'accord? Vous pouvez utiliser l'algorithme de votre choix et puis lui, derrière, il va les crypter. Donc, ça veut dire que même si un hacker derrière accède à vos secrets, il aura juste voilà, une longue chaîne de caractères qu'il ne pourra pas utiliser parce que derrière, il n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir récupérer les vraies valeurs. Dernière chose, bon, j'en ai pas parlé ici, mais il y a un outil qui s'appelle HashiCorp Vault qui est hyper bon pour toutes ces questions d'encryptage là. Donc, je vous invite, si vous avez l'occasion, à le regarder parce il fonctionne très bien avec les clusters Kubernetes. Donc, et il est très utilisé en entreprise et voilà, il est très, très utilisé et il fonctionne hyper bien. Il est assez sécure, pas assez sécure, il est super sécure et en tout cas, il fonctionne hyper bien avec l'écosystème Kubernetes, donc HashiCorp Vault. La sécurité au niveau applicatif. Donc, la première chose, bien sûr, hein, c'est ce que vous savez déjà. On ne va jamais comment dire, hardcoder des informations importantes ou en tout cas des credentials, par exemple, dans notre code. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faudra jamais que votre hacker, en accédant au code applicatif, puisse voir en clair euh, quel est, quel est l'URL de la base de données, quel est le username, le password qui lui permettent de se connecter à la base de données et d'accéder à vos données. Ça, il faut jamais le faire. Il faut bien sûr utiliser des secrets. D'accord? Il faut utiliser Airbag, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour restreindre au maximum les droits que nos applications, que nos utilisateurs ont dans notre cluster. D'accord? L'autre chose, c'est qu'on va utiliser souvent, ou en tout cas dans des cas que l'on aura définis comme étant des cas précis des sandbox. Donc, les sandbox, qu'est-ce que c'est? C'est une couche que l'on va rajouter à nos conteneurs. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la partie l'isolation de nos conteneurs est très fragile. Donc, on va rajouter une couche pour derrière restreindre, par exemple, des appels système. Donc, vu que notre hacker, en accédant à notre conteneur, il peut derrière lancer des appels système sur le kernel du host. Donc, nous, on va faire en sorte que voilà, cette opération ne soit plus possible. D'accord? Donc, derrière, en utilisant des sandbox. Je vais donner quelques exemples tout à l'heure. On va rendre notre conteneur robuste derrière en réduisant la surface d'attaque. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple? On peut désactiver le shell, d'accord? C'est-à-dire que vous avez lancé
en écrivant votre Dockerfile, par exemple, vous pouvez supprimer le shell. C'est-à-dire qu'il y a un process qui tourne, bien sûr, mais il n'est pas possible, en tout cas pour quelqu'un, de se connecter en shell sur le code applicatif. Ça, c'est une façon derrière de réduire la surface d'attaque. Une autre façon de réduire la surface d'attaque, c'est de réduire le nombre de dépendances, d'accord, de votre application, toujours dans votre Dockerfile. Au lieu d'installer une dizaine, voire une vingtaine de dépendances, parce que chacune de ces dépendances-là peut venir avec des vulnérabilités, derrière, on va essayer d'optimiser ça. On va essayer de faire en sorte qu'on ait le moins de dépendances possible. On va run as user, donc pas comme un root. Et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va faire en sorte que le file system de notre code applicatif, ou en tout cas de notre conteneur, soit en read-only. C'est-à-dire que le hacker, il y accède, mais il ne peut rien faire. Okay? On va aussi utiliser des scanners de vulnérabilité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très possible, qui permet de scanner les images Docker, par exemple, que l'on envoie pour détecter des vulnérabilités. Et ça, c'est des choses qui sont très, très utilisées donc, au niveau de la pipeline CI/CD. À chaque fois que l'on met à jour notre image, avant de la valider, on lance un scan de sécurité pour voir est-ce que voilà, on n'a pas introduit des vulnérabilités. Il y a des outils qui existent, qui sont hyper bons pour ça, KubeSec et autres, qui permettent voilà, de, de scanner, par exemple, nos images et voir est-ce que l'on n'a pas introduit de vulnérabilité, et ce, de façon hyper automatisée, d'accord? Vous pouvez l'introduire dans votre intégration continue, donc c'est-à-dire que vous buildez votre image et après le build, lorsque l'image elle est envoyée à votre repository, avant qu'elle soit envoyée à votre repository, vous lancez votre petit programme pour vous assurer que, voilà, que vous n'avez pas introduit de vulnérabilité. Si vous en avez introduit et que ces vulnérabilités que vous avez introduites sont assez sévères, votre image ne sera pas acceptée. Donc, vous n'allez pas voilà, corrompre, ou en tout cas, vous n'allez pas altérer la sécurité de tout un système. D'accord? Et ça, c'est hyper important. Et l'autre chose, c'est la partie MTLS, donc c'est-à-dire s'assurer que nos différents services communiquent de façon sécurisée. Et ça, les services mesh, par exemple, le font très bien. Je vais en parler un peu tout à l'heure. Donc, comme je le disais tantôt, là, on a ça, c'est l'architecture un peu des conteneurs. Là, j'ai donné l'exemple de Docker, mais ça peut ne pas être Docker, ça peut être un autre runtime, ça dépendra de vous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a notre process qui tourne à l'intérieur d'un conteneur, et ces process-là peuvent lancer des syscalls, donc des appels système. Ces appels système ne seront pas lancés à l'intérieur du conteneur, mais ils vont faire directement appel au kernel de notre host. Et c'est là où ça devient critique. Parce que cette partie-là que l'on appelle le kernel space, c'est une partie qui est assez critique, parce que elle fait appel bien sûr au, comment dire, au noyau de notre machine, d'accord? Et ça, c'est assez critique. C'est des choses que l'on néglige, mais qui sont assez critiques. Donc, derrière, pour les contourner, on peut utiliser des sandbox. Donc, il y a des outils, comme il y a un qui s'appelle gvisor, gvisor, qui permet derrière de sandboxer nos pods, hein, qui permet de sandboxer nos pods. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va sandboxer la partie kernel space. C'est-à-dire que les appels système, lui, il va les intercepter, d'accord? Et il va les faire de façon sécure. Il va s'assurer que les commandes que l'on est en train de lancer sont des commandes, voilà, qui n'ont pas d'intérêt comment dire, à corrompre notre système, d'accord? Donc, lui, il va virtualiser, si je peux le dire ainsi, la partie kernel space, d'accord? Et l'application, elle, va continuer à tourner comme d'habitude. On peut définir ce qu'on appelle des second profiles aussi. Les second profiles, ce que c'est que pour, par exemple, chaque programme qui tourne sur votre machine, ça peut être curl, par exemple, vous allez créer ou définir, s'il n'existe pas déjà, un profile, d'accord? Vous allez lui définir
vous allez lui définir un profile. Et ce profile-là, vous allez dire quels sont ses droits, qu'est-ce qu'il peut faire, euh, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. OK? Et après ça, lorsque vous avez défini le profile pour votre process, derrière ou pour vos process, vous allez attacher ces profils-là à vos pods. D'accord? Et derrière, lorsque le pod, lui, il va tourner, il va respecter les spécifications de ce que vous avez défini dans votre profile. Donc, euh, supposons que vous avez dit que dans votre profile, là, j'ai fait une petite erreur. Là, je voulais parler de AppArmor, mais ils font quasiment la même chose, hein, AppArmor et SecComp. Là, je voulais parler de AppArmor. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que vous allez définir votre AppArmor profile. Par exemple, ici, vous allez le définir pour, comment dire, vous allez définir ici un profile, lui, qui va interdire toute forme d'écriture, d'accord? C'est ça l'idée de ce profile-là. Vous l'attachez à votre pod et n'importe quelle personne, ou en tout cas hacker, développeur, n'importe qui, ou même vous, vous accédez à votre conteneur, par exemple, le conteneur qui est en train de tourner au niveau de votre pod. Et derrière, vous voulez créer un nouveau répertoire. Il va vous dire que cette requête-là ne peut pas être effectuée parce que derrière, vous avez attaché votre pod à un profile qui interdit l'écriture. D'accord? Et ça, c'est assez fort comme truc. C'est-à-dire que c'est comme si vous, derrière, vous mettiez votre application dans une boîte et vous ne lui autorisez à faire que ce que vous avez défini. D'accord? Parce que par défaut, c'est pas ça. Par défaut, elle peut faire tout ce qu'elle veut, votre application. Elle peut faire des appels réseau, elle peut faire une requête à Google, elle peut faire ce qu'elle veut. Mais derrière, vous dites, voilà, pour chaque programme, ce que le programme a le droit de faire ou pas. D'accord? Et ça, c'est très fort comme truc. Donc ça, je vais le modifier. Donc là, l'idée que j'ai exprimée ici, c'est l'idée de AppArmor, hein. Donc, excusez-moi la petite erreur. Allô? Allô? Yes. Alors, Big Boss, il te reste beaucoup. Là, on est à 15 minutes de la fin. Ouais, j'ai quasiment fini. J'ai juste, Super. je pense que quelques diapos, deux, trois diapos et juste une petite démo et puis c'est OK. Ok, super. Merci beaucoup, Super. Marc. Et tout à l'heure, j'ai parlé des OPA, donc des Open Policy Agents. Donc, les Open Policy Agents, elles permettent derrière de créer des custom policies. Donc, dans votre entreprise, vous avez des spécifications donc pour vos pods, pour vos secrets. Vous voulez que vos secrets soient encodés. Vous voulez que vos pods tournent d'une certaine façon. D'accord? Donc, vous pouvez définir des spécifications au niveau de votre OPA. Donc, il y a un admission controller. Et donc, à chaque fois derrière que l'API server va vouloir faire quelque chose, il va contrôler cet admission controller-là. Bon, je me répète, il va vérifier ce qui est spécifié au niveau de l'admission controller avant de l'exécuter. Et comme je l'ai dit aussi, vous pouvez avoir un programme malicieux derrière qui tourne voilà, dans un pod. Et son seul travail, lui, c'est d'intercepter du trafic réseau. D'accord? Il intercepte du trafic réseau ou il peut même lancer des requêtes à partir du pod vers d'autres pods en se faisant passer pour le pod initial. Donc là, on parle de request forgery. Et là, des outils comme Istio, un service mesh qui permet euh, très facilement de résoudre ce petit problème-là. Parce qu'Istio, qu'est-ce qu'il fait? Je ne vais pas genre faire une présentation sur Istio, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Istio va lancer donc des proxys dans chacun de nos pods en mode sidecar. Et donc, toutes les requêtes qui sont faites à partir de notre pod vont passer par ces proxys-là. Et donc, c'est dans Istio que l'on va définir euh, comment les requêtes vont être transmises avec des spécifications qui sont bien claires, qui doivent être suivies. Si vous ne les suivez pas, la requête, elle ne part pas. Les requêtes sont encryptées de bout en bout. Donc, on parle de end-to-end encryption. Et bien sûr, derrière, il permettra de générer automatiquement donc, des métriques, il permettra de générer des logs
et voilà, permettra d'avoir une vue d'ensemble du trafic de notre cluster très, très, très facilement. Donc là, c'est une petite diapo qui montre un peu voilà, quelques outils que l'on peut utiliser donc, sur les différentes parties de notre cluster. Donc, ça peut être au niveau du cluster, au niveau des microservices qui tournent, au niveau des images, au niveau du runtime, même au niveau du kernel. Voilà, donc c'est ça. Et donc là, maintenant, je peux peut-être faire une petite démo sur les network policies. Donc, parler rapidement des network policies, ce qu'elles permettent de faire. Euh, Supposons que vous avez une application 3 tiers avec un front, un back, une base de données. Lorsque vous lancez donc votre application, par défaut, vous avez votre front qui peut communiquer avec le back qui peut communiquer avec le front qui peut communiquer avec la base de données, ainsi de suite. D'accord? Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on va essayer de réduire la surface d'attaque pour que si le hacker euh, perfore notre front, par exemple, qu'il ne puisse pas avoir accès à la base de données. Parce que logiquement, notre front n'a pas besoin de communiquer avec la base de données, vu que le backend le fait déjà. Le front, lui, il communique avec le backend, d'accord? Et donc, derrière, avec des manipulations réseau, d'accord, on va restreindre les communications entre les différentes applications. Donc, je vais faire un petit exemple. Donc, j'ai un petit cluster qui tourne là sur AWS. Là, est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui, oui, on voit, ouais. Yes. Donc là, je vais vous montrer très rapidement. Bon, je vais peut-être lancer donc les applications. OK, là, on voit qu'il n'y a pas d'application qui tourne sur mon cluster. Donc là, je vais en lancer. Je vais lancer une application que je vais appeler Frontend avec l'image Nginx. OK. Je vais en lancer une autre, Backend. Nginx. Et une dernière, je l'appelle DB. Toujours avec Nginx. Donc là, on a nos 3 applications qui tournent. Donc, on peut voir ça. Donc, les 3 sont en train de tourner. Elles sont toutes en running. Et là, on va les exposer. Donc, on va créer des services. Donc, rapidement. OK, bah, je l'avais déjà créé. OK, donc j'ai bien sûr mes trois services qui sont en train de tourner. Donc là, on va voir ensemble que si je lance à partir de front-end un curl sur DB, là, j'ai une réponse. Donc là, j'ai bien Nginx qui me répond. D'accord? Donc là, c'est-à-dire que mon front, il arrive à communiquer avec ma base de données. Je le teste avec le backend. Il arrive à communiquer aussi. D'accord? On va tester une dernière fois, peut-être pour la base de données. Et on voit qu'on a les 3 au fait, qui arrivent à communiquer entre elles. Et nous, c'est ce qu'on veut éviter. On ne veut pas que, par exemple, le front-end puisse communiquer avec la base de données ou que la base de données puisse communiquer directement avec le front-end. D'accord? Donc, pour ça, on va créer donc, des network policies. Donc là, par exemple, je peux créer une default network policies. Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, c'est une ressource de type network policies. Attends, je vais augmenter, zoomer. Voilà. Je crois que là, c'est plus clair pour tout le monde. Donc, qu'est-ce que cette network policies va faire? C'est elle va créer comment dire, une policy pour 2 choses, pour le mode ingress et pour le mode egress. Le mode ingress, comme vous le savez, c'est le trafic entrant. Le mode egress, c'est le trafic sortant. Donc,
ici, nous, en mettant ça, on lui dit que cette network policies-là va être valable et pour le trafic entrant et pour le trafic sortant. Donc, par défaut, elle ferme tout, d'accord? Elle ferme tout par défaut. Et on va l'appliquer ici à tous les pods qui tournent au niveau du namespace default, d'accord? Après, il y a cette petite exception-là que j'ai rajoutée. Cette petite exception, comme vous pouvez le deviner, vous avez vu port 53, c'est simplement pour le DNS, d'accord? C'est simplement pour que la résolution DNS puisse fonctionner. Donc, on ne va pas restreindre voilà, le trafic egress pour le DNS afin de permettre la résolution DNS. OK? Donc, je vais l'appliquer rapidement. Donc, je vais faire un kubectl apply -f default deny. Hop là, je ne suis pas dans le bon dossier. OK, donc, je fais un kubectl apply -f default deny. Donc là, j'ai créé ma network policy. Je peux vérifier ça. Je fais un kubectl get network policies. Ici, je vois bien qu'il y a 15 secondes, j'ai créé une network policies qui s'appelle deny. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, par défaut, elle va interdire tout type de trafic ingress, egress à l'intérieur de mes pods. Donc, je vais relancer les commandes de tout à l'heure pour vérifier. Et là, je vois que ça ne fonctionne pas. Cette fois-ci, je n'arrive plus, à partir de la base de données, à requêter le backend. D'accord? J'arrête. Je teste pour le front-end. Et je vois aussi que ça ne fonctionne pas. Et je pourrais continuer. Hein. Je pourrais le faire là, par exemple. On voit que les applications ne communiquent plus, n'arrivent plus à communiquer. Parce qu'au niveau réseau, on a restreint la communication simplement en créant cette network policy. Maintenant, pour que ça fonctionne, parce qu'on veut que notre front puisse communiquer avec la base, on veut que comment dire, que le back puisse communiquer avec la base de données, on va créer d'autres network policies. Et cette fois-ci, on va créer des exceptions, ou en tout cas, on va créer des règles qui permettront de laisser passer ces trafics particuliers-là. Là, je vais créer, par exemple, une network policies front-end qui va s'appliquer ici à tous les pods qui ont pour label run front-end. D'accord? Donc ici, notre front-end, il est lancé avec un label run front-end. D'accord? Ce qu'on lui dit, c'est que pour ton trafic sortant, d'accord, on va te permettre de l'envoyer au pod backend. D'accord? Donc si je l'applique ça, lui, il pourra communiquer avec le backend. OK? Donc je l'applique. Donc je fais un kubectl apply -f frontend. OK, donc la network policy ici, elle est créée. Donc maintenant, je vais essayer à partir du front-end de communiquer avec le back-end parce que c'est ce que je lui ai dit. Mais regardez qu'est-ce qui se passe. Là, il n'arrive pas à le joindre. Est-ce que quelqu'un a une idée du pourquoi il n'arrive pas à le joindre? Tout à l'heure, j'avais interdit tous les trafics pour toutes les applis, mais là, j'ai autorisé le front à communiquer avec le back-end. Mais pourquoi lui n'a pas de réponse? Est-ce que quelqu'un a une petite réponse par rapport à ça? Euh, Est-ce que Ah, mais genre laisse l'autre... les autres répondre là. Ah, ok. Quelqu'un? Personne? Ah, est-ce qu'on ne donnait pas, excusez-moi, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je t'entends très bien. Oui, on vous suit. Hein. En fait, est-ce qu'on ne devrait pas autoriser les trafics entrants au niveau du back-end? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Merci beaucoup pour la réponse. OK. C'est exactement ça. Donc, au niveau du back-end aussi, il faut autoriser le trafic entrant. Parce qu'en fait, ce qu'on a fait tout de suite avec Front, c'est qu'on lui a dit qu'au niveau de ton trafic sortant, on t'autorise à parler à back-end. Et on n'a pas dit à back-end au niveau de son trafic entrant d'accepter des requêtes venant de Front. D'accord? Et tout ça, ça vous montre la puissance en fait, des network policies de façon très simple. On arrive derrière à sécuriser les communications
entre nos applications. Donc là, je vais le faire rapidement. Je vais appliquer backend. Là, c'est fait. Le backend, maintenant, en principe, est autorisé à recevoir des requêtes. Et bam, lorsque l'on essaie maintenant d'accéder au backend à partir du front, on a bien une réponse. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était hyper ambitieux comme projet de vous parler de sécurité sur Kubernetes. Mais croyez-moi, c'est hyper challengeant comme truc. C'est hyper challengeant parce que il y a déjà juste l'univers Kubernetes est hyper effrayant en termes d'outils. Donc, essayez juste d'imaginer en termes de sécurité à quoi ça peut ressembler. Donc, c'est hyper challengeant, mais je pense que c'était un sujet assez intéressant. Et voilà, si j'ai l'occasion, peut-être les prochaines fois, je pourrais peut-être aller maintenant dans le détail et vous présenter des outils pour qu'on puisse voir ensemble ce que ça permet de faire et comment bien les utiliser. Mais voilà, c'était ça l'objectif. J'espère que vous avez suivi comment dire, la présentation avec intérêt, que vous avez quand même retenu quelque chose. Et voilà, ce fut un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok, merci beaucoup, Jean-Luc. On a bien suivi avec intérêt. C'était vraiment très riche. On voit en fait que la maîtrise est là. Donc, c'est vraiment super. Bon, si vous avez des questions, bon, moi j'avais deux petites questions, mais au fur de la présentation, tu as répondu à ces deux questions. Donc, si vous avez des questions, encore, merci, merci pour cette belle présentation. Pacifique qui dit top surtout sur la définition des policies.